bienvenue sur la chaîne Astronature 49. Le mois de novembre est particulièrement riche en événements célestes et après avoir fait le tri dans tous ces événements, nous avons choisi entre autres de parler du tant attendu transit de Mercure devant le Soleil, d'une occultation de Jupiter, de divers rapprochements planétaires et de l'opposition d'un astéroïde. Dans cette émission, nous vous informerons des éphémérides des objets du système solaire. Et enfin, nous partirons comme chaque mois à la découverte d'un objet du ciel profond que nous présentera Mathieu. Et nous irons en direction de M45. Je suis d'ailleurs sûr que cela vous dit déjà quelque chose. Mais avant tout, je tiens à souhaiter la bienvenue à Pascal, astronome amateur dans le 49, et à Mathieu, également astronome amateur dans le 49, et je le rappelle aussi, créateur de la chaîne L'Explorateur du Ciel. Et pour commencer, je laisse la parole à Pascal qui va nous parler d'un événement qui a fait l'actualité du mois précédent. Le 12 août 2018, la sonde Solar Parker Probe a été lancée avec pour objectif l'étude de la couronne solaire. Alors qu'en est-il actuellement? Oui, alors bonjour Nathan. Donc effectivement, la mission Parker Solar Probe. Alors pourquoi Parker? Bien tout simplement pour rendre hommage à un scientifique vivant, qui a aujourd'hui 92 ans, l'astrophysicien Eugene Parker, qui en 1958, alors qu'il était un jeune professeur à l'Institut Enrico Fermi, a publié un article où il émettait l'hypothèse d'un flux constant de matière et de gaz s'échappant du Soleil et baignant les planètes et tout le système solaire. C'est donc suite à ces travaux que la NASA a décidé de baptiser cette mission Parker Solar Probe. Alors, cette sonde, c'est la première sonde à s'approcher aussi près du Soleil, soit 6,2 millions de kilomètres de sa surface. 6,2 millions de kilomètres, c'est pratiquement vraiment effleurer la surface du Soleil, parce qu'à l'échelle astronomique, c'est une distance très proche. 7 fois plus près qu'aucun autre engin spatial. Alors, elle va s'approcher à la surface d'une partie de l'atmosphère que l'on appelle la couronne. Alors, quel est le but de cette mission? Eh bien, c'est de tenter de répondre à 3 questions. Premièrement, pourquoi la couronne, qui est donc la partie extérieure de l'atmosphère du Soleil, est-elle 300 fois plus chaude que la surface qui est au-dessous? Alors ça, c'est extraordinaire. Quand vous approchez d'une source de chaleur, forcément, il fait plus chaud. Et quand vous vous en éloignez, normalement, il doit faire plus froid. Eh bien, ça ne marche pas du tout comme ça, à la couronne du Soleil. Alors voilà, la première question. La deuxième question, c'est comment le vent solaire est-il accéléré si rapidement à des vitesses élevées, qui ont été observées? Là, encore une fois, une énigme. Et troisièmement, comment certaines des particules les plus énergétiques du Soleil s'échappent du Soleil à plus de la moitié de la vitesse de la lumière. Encore une fois, quelques énigmes à élucider. Alors, comment elle va... quel est son mode opératoire à cette mission? La sonde Parker Solar Probe a été lancée le 12 août 2018 en direction du Soleil. Et donc, elle doit étudier à l'aide de ces 4 instruments pendant près de 7 années. Alors, elle a déjà effectué 2 passages, même 3 maintenant, au périhélie, donc la distance la plus proche du Soleil. Et donc, au 1er septembre, elle a fait donc un 3e passage. Elle est d'ores et déjà devenue l'engin de fabrication humaine qui s'est le plus approché de notre étoile et semble fonctionner de manière optimale. Donc tout marche bien. Alors comment est composée cette sonde? Alors il faut voir un petit peu la taille d'une petite voiture qui est équipée d'un bouclier en composite de carbone
qui peut résister en fait à des degrés de 1370. Elle est équipée aussi de panneaux solaires et d'antennes électriques. Et en fait, tout cela bien pour essayer d'élucider ces mystères. Donc cette sonde va embarquer des suites instrumentales, chacune étant composée de plusieurs appareils, donc fournis d'ailleurs par des équipes de différents pays. Alors pour la petite histoire également, eh bien, elle transporte une carte mémoire avec le nom d'1 million de personnes en fait, qui vont effectivement accompagner cette mission hein, de Parker Solar. Alors, aux dernières nouvelles qui datent donc du 7 novembre, eh bien, tous les instruments fonctionnaient et collectaient des données scientifiques. Et on a déjà reçu beaucoup de photos, beaucoup de données scientifiques. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire de cette sonde, de cette mission Parker Solar Probe. Voilà, et qui continue toujours. Merci Pascal pour cette rubrique. Alors, nous pouvons passer aux événements célestes de ce mois. Et le 10, pour commencer, nous avons le rapprochement entre Mars et Spica. Alors Mathieu, où et à quel moment observer ? Donc en fait là, on est direction est-sud-est. Ça va se passer bas sur l'horizon entre 6h45 7h15, je donne des horaires en heure légale française, hein, donc ça a été converti par rapport à l'heure en temps universel. Donc c'est le grand retour de Mars dans le ciel de l'aube, après plusieurs mois d'invisibilité, qui était due à sa conjonction avec le Soleil, et elle va lentement évoluer en taille au télescope et en luminosité à l'œil nu avant d'atteindre son summum lors de l'opposition avec le Soleil en octobre 2020. Pour le moment, avec ses 3,75 secondes d'arc et sa magnitude de plus 1,8, elle n'est pas plus grosse qu'Uranus et elle est 2 à 3 fois moins lumineuse que l'étoile Spica. Alors justement, Spica, c'est l'étoile la plus lumineuse de la Vierge et derrière son unique point brillant se cachent en fait deux étoiles de type géante bleue qui sont plus grosses que le Soleil. Alors quel est vraiment l'intérêt de ce rapprochement ? C'est l'occasion de saisir en fait le contraste entre les couleurs des deux astres. Orangé pour Mars, bleu pour Spica, et puis en plus de pointer Mars au télescope, même un télescope modeste, pour tenter d'apercevoir son disque minuscule, qui dans un an sera 6 fois plus gros au télescope. Voilà, donc de belles couleurs à voir dans le ciel avec ces deux astres. Le 11, nous avons la conjonction inférieure et transit de Mercure devant le Soleil. Je suppose d'ailleurs que Pascal, tu as hâte déjà d'observer ton premier transit. Hein. Ah oui. Ça c'est vrai. Sinon, Mathieu, peux-tu nous dire quand exactement Mercure va commencer son transit ? Oui, alors au niveau du programme, donc on sera sur, je regarde, voilà, bon c'est environ 13h35 que le transit commence, donc Mercure commence à monter sur le disque du Soleil, et puis à 13h37, Mercure sera complètement dans le disque solaire, devant. D'accord. Alors, merci pour ces infos importantes déjà, mais pour plus de détails sur cet événement, on vous propose on va y dédier en fait une émission spéciale qui paraîtra très prochainement sur notre chaîne, donc on vous invite à être attentif à la parution de cette vidéo. Sinon, le 12, c'est l'opposition de l'astéroïde 4 Vesta avec le Soleil. Alors, Mathieu, où se situe actuellement Vesta dans le ciel ? Oui, alors Vesta, je corrige juste, c'est un astéroïde. Oui, pardon. Alors, ça, en fait, Vesta, elle va être au moment du 12 novembre, entre les constellations du Taureau et de la Baleine. Et puis, avec sa magnitude de plus 6,5, elle sera un peu plus faible qu'Uranus. Donc, du coup, pas visible à l'œil nu. Et donc, pour l'observer, quel matériel utiliser ? Alors, elle n'est pas visible à l'œil nu, quoique, lors d'oppositions vraiment très favorables, elle dépasse parfois la luminosité d'Uranus, la rendant donc visible à l'œil nu, mais bon, ça reste une étoile très discrète quand même. Cela a eu lieu au printemps 2007 et en été 2018 et se reproduira en août 2022. Pour cette année, c'est pas le cas, elle ne sera pas visible à l'œil nu. Donc,
C'est presque facile aux jumelles ou avec une petite lunette astronomique. Maintenant, ça reste une étoile qui reste d'assez faible luminosité quand même. Au télescope, par contre, ça devient plus intéressant. Maintenant, même avec un gros, Vesta reste d'apparence stellaire et ne montre pas la moindre ébauche d'une forme. Peut-être au-delà de 300 mm d'ouverture, on aperçoit quelque chose d'un poil plus gros qu'une étoile banale, mais il faut être un très fort grossissement. Ce qui permettra de la reconnaître plus sûrement, c'est de patienter pendant quelques heures, de façon à la voir se déplacer par rapport aux autres étoiles environnantes. Ça sera léger, mais ça sera quand même visible. En plus de cela, bien en comparant avec une étoile voisine d'à peu près la même magnitude apparente, on pourra remarquer que Vesta scintille nettement plus. D'accord, pour cet événement. Nettement moins par contre. D'accord. Le 18, c'est la pluie des Léonides. Alors, quelles sont les prévisions, Mathieu? Oui, alors donc on attend un taux horaire zénithal moyen de 15, mais parfois il y a des bonds jusqu'à plus de 10 000 mètres par heure. Alors c'est arrivé donc il y a un bon moment de ça de maintenant. Mais ça se passe, en fait, ces bons-là, ça se passe quand la comète, donc 55P Tempel-Tuttle, qui alimente justement cet essaim météoritique, eh bien, vient de recharger le nuage de météores en passant pas très loin de la Terre. La vitesse des météores, c'est 71 km/s, autant dire que c'est vraiment très rapide. Ça fait partie des météores les plus rapides, en fait, qu'on puisse voir dans le ciel. Le radiant, donc l'endroit d'où semblent provenir les météores Léonides, ça sera la constellation du Lion. C'est une observation qui va se réaliser surtout en deuxième partie de nuit, donc entre 3h et 6h30 du matin, toujours en HLF, c'est-à-dire en heure légale française, en montant de l'Est, parce que la constellation du Lion, elle monte de l'Est vers ces horaires-là. C'est une pluie qui est active donc du 6 au 30 novembre, donc on a une bonne marge de manœuvre aussi, d'autant plus que le 18, eh bien, le dernier quartier lune encore gibbeux, pourrait gêner, donc attendre quelques jours supplémentaires ne sera pas de trop. Alors, ce n'est pas la seule pluie d'étoiles filantes dans le mois. On aura aussi le 12, la pluie d'étoiles filantes des Taurides Nord, qui se trouve dans la constellation donc du Taureau. Il y aura donc 5 météores par heure environ et d'une durée de 51 jours. Sinon, le 22, c'est la pluie des Alpha Manocérotides d'une durée de 10 jours. Ça va se trouver dans la constellation de la Licorne, qui est pas très loin de l'étoile Procyon, dans la constellation du Petit Chien. Maintenant, le 19, c'est le maximum de l'étoile variable Mira. Alors, c'est la première fois qu'on parle d'étoiles variables. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet événement, Mathieu? En fait, oui, Mira, en fait, c'est une étoile binaire qui fait partie de la constellation de la Baleine, que j'ai eu l'occasion d'observer il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être 2-3 semaines, j'avais d'ailleurs pris des photos. Et c'est un système qui est composé en fait de 2 étoiles. Alors il y a une géante rouge et une naine blanche. Donc une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil et une étoile beaucoup plus petite. Ça se passe en fait à environ 300 années-lumière de nous, autant dire que c'est pas vraiment la porte à côté. Et cette étoile a pour particularité de faire varier sa luminosité. Au niveau de sa magnitude apparente, parfois elle atteint un maximum avec une magnitude qui atteint les plus 2, et puis parfois elle descend jusqu'à plus 10. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand elle atteint justement sa magnitude maximale, eh bien elle est visible à l'œil nu. Par contre, quand elle atteint son minimum de luminosité, elle devient même invisible avec une paire de jumelles. Autant dire que c'est quand même extraordinaire. Alors sa luminosité maximale donc, se situe entre fin octobre et début novembre 2019. Celle-ci diminue puis augmente drastiquement sur une période de 11 mois. Le prochain maximum est attendu septembre 2020. Et sa forte irrégularité en fait est due à la géante rouge qui, arrivée en fin de vie, est le siège de violents phénomènes l'obligeant à se contracter et à se dilater, la faisant ressembler à une ampoule qui, sur le point de griller, en fait, clignote. Et donc cette étoile Mira sera visible assez haute sur l'horizon sud, vers 23h30, à un tiers de la distance entre l'étoile Menkar et l'étoile Divda, qui sont tous les deux dans la Baleine, 2 étoiles plutôt lumineuses. Le 24, c'est le rapprochement entre Vénus
et Jupiter. À quel moment peut-on les observer? Alors, 17h45, très bas sur l'horizon sud-ouest. Voilà, c'est l'occasion en fait de jeter un dernier coup d'œil à Jupiter parce qu'elle va devenir invisible pendant quelques mois puisqu'elle va passer en conjonction avec le Soleil. Et de l'autre côté, c'est le grand retour de Vénus dans le ciel après une longue période d'invisibilité également due à sa proximité au Soleil. Symboliquement, c'est toujours une belle observation que de voir les deux planètes les plus brillantes du ciel se croiser à peu d'écart, puisque l'écart c'est de 1,4 degré, donc c'est quand même assez faible. Vénus sera 7 fois plus brillante que Jupiter, pour repère. Voilà, et comme tu l'as dit, ce sont les planètes les plus brillantes dans le ciel après la Lune, donc cet événement qui sera bien visible à l'œil nu. Le 26, c'est le rapprochement entre Vénus et M8. Alors, est-ce que cet événement va être facilement observable? Pas du tout. En fait, ça va se passer trop bas sur l'horizon sud-ouest et on ne pourra pas observer en fait avant 18h20 parce que la lumière solaire sera trop importante pour voir M8. Le problème, c'est qu'à 18h20, elles sont presque en train de se coucher toutes les deux. Et sinon, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que exactement M8? Oui, en fait, M8, c'est la nébuleuse de la Lagune, qui est une nébuleuse qui se situe dans le Sagittaire et qui est très jolie à observer au télescope. J'ai eu l'occasion de le faire, elle est très belle. Le 28, c'est l'occultation de Jupiter par la Lune. Alors c'est un événement plutôt rare, donc quel est le programme? Ça va se passer... Alors, oui, donc le programme, je vais donner d'abord les horaires. Tout d'abord, l'immersion, donc c'est-à-dire le moment où Jupiter va passer derrière la Lune. Ça va se passer vers 10h19, toujours en heure légale française, donc c'est converti par rapport aux horaires en temps universel. Le problème, c'est qu'à 10h19, Jupiter et la Lune seront toutes les deux en train de se lever. Autant dire que le spectacle va se passer dans la plupart des cas sous l'horizon, parce qu'on n'a pas tous un horizon dégagé, comme par exemple en plein milieu de l'océan. Et Jupiter va pénétrer derrière la Lune, en fait, par son côté non éclairé. Alors ensuite, il y a l'émersion, donc le moment où Jupiter va sortir de derrière la Lune. Alors là, j'ai des horaires, j'ai fait quelques recherches sur les divers horaires qu'il va y avoir par rapport à divers points en France. Donc, pour ce qui est de Nice et Lille, ça va se passer à 11h30 précisément. Du côté de Paris, 11h28. Strasbourg, 11h33. Brest, 11h22. Et Biarritz, 11h20, donc en fait, l'immersion va commencer à Biarritz, en fait. C'est ceux qui seront les mieux lotis. Et l'immersion va durer en tout 1 minute, 10 secondes, donc c'est le temps que Jupiter va mettre pour s'extirper totalement de derrière la Lune. Et elle va sortir du limbe éclairé de la Lune, sachant que celle-ci sera difficile à trouver parce que sa phase est de 2%. Et que son croissant est ultra fin. En plus, on sera en pleine journée, donc avec le soleil, il va falloir bien préparer son observation pour trouver la Lune. Voilà, ça sera pas facilement peut-être observable. Sinon, toujours le 28, c'est la plus grande élongation ouest de Mercure. Alors, la dernière élongation de Mercure date du mois dernier, le 20 octobre. Malheureusement, par chez nous, le temps n'avait pas été très bon et du coup, on n'avait pas pu l'observer. Mais on espère que ce sera mieux pour cette fois-ci. Pascal, est-ce que tu peux nous dire juste qu'est-ce qu'une élongation? Oui, on peut changer le mot élongation par l'éloignement en fait. C'est tout simplement le moment où une planète va visuellement s'éloigner par rapport au Soleil, vu depuis notre position à la Terre. D'accord. Et Mathieu, peux-tu nous donner quelques autres informations? Alors ça sera effectivement des meilleures conditions que l'élongation Est qu'on avait eue dans le crépuscule du 20 octobre dernier. Ça va se passer, Mercure va être quand même plutôt basse sur l'horizon est-sud-est. On va observer plutôt entre 7h et 7h45 du matin. Mercure sera dans la constellation de la Balance en fait, et avec sa magnitude de moins 0,4, elle sera plutôt lumineuse. Maintenant au télescope, ça reste un tout petit disque, 6,7 secondes d'arc. C'est 2 fois plus gros que Mars à peu près au même moment.
Merci donc pour toutes ces informations sur ces événements. Nous pouvons passer aux éphémérides des corps principaux du système solaire. Et pour commencer, on va tout d'abord avoir plus d'informations sur l'activité solaire du mois dernier. Donc le 1er octobre, en fait, AR 2749, une minuscule tache solaire, a fait une courte apparition sur le bord est-sud-est du disque solaire, accompagnée d'une petite facule. Le tout n'a duré à tout casser que 2 jours, et j'ai pu l'observer en fait dans un ciel mi-figue mi-raisin et gêné par des rafales de vent assez fortes. En fait, cette tache elle faisait partie du cycle solaire 24, qui, bon, certes, est arrivé à sa fin, mais ne laissant pas encore tout à fait la place au cycle suivant, qu'on attend d'ailleurs avec impatience. On a quand même eu quelques indices que ce cycle solaire 25 tant attendu est en train de s'installer. Cela faisait 27 jours en fait que le soleil n'avait montré aucune tache et celle-ci n'a provoqué que des éruptions bénignes de classe B. Et entre le 2-3 octobre et le 21 octobre, date de ma dernière observation, eh bien il n'y a plus rien à signaler sur le soleil d'intéressant. Merci Mathieu. Pour ce qui est de la Lune, le 4 à 11h22, on pourra observer le premier quartier. Le 7 à 9h37, la Lune est à l'apogée. Le 12 à 14h36, c'est la pleine Lune. Le 19 à 22h12, on pourra observer le dernier quartier de la Lune. Le 23 à 8h54, la Lune est au périgée. Et enfin, le 26 à 16h06, c'est la nouvelle Lune. Pour ce qui est de Mercure, alors on sait que le 16, elle sera à son périhélie. Donc elle sera difficilement visible au coucher du soleil en début de mois. Elle deviendra inobservable en milieu de mois et visible à l'aube en fin de mois. Vénus, le 28, elle sera à son aphélie, donc elle sera visible tout le mois en début de soirée. Mars sera observable en toute fin de nuit. Cérès sera observable en tout début de soirée. Pallas observable en début de nuit. Junon sera observable en fin de nuit. Vesta sera observable toute la nuit dans la première moitié du mois et une grande partie de la nuit en fin de mois. Jupiter sera observable en tout début de soirée. Saturne, quant à elle, sera observable en première partie de nuit, en première moitié de mois, et en tout début de soirée seulement à la fin du mois. Uranus sera observable toute la nuit. Neptune sera observable pratiquement toute la nuit en début de mois. Et puis à partir du 15, elle sera observable seulement en première partie de nuit. Enfin, Pluton, elle est observable aux instruments en première partie de nuit. Pour passer à la dernière partie de cette émission, eh bien, on va s'intéresser à une perle qui se cache sous un nombre barbare. Il s'agit de M45. Et pour cela, nous allons laisser la parole à Mathieu. C'est sûr qu'on la connaît mieux sous l'autre nom des Pléiades. Alors les Pléiades, c'est quoi ? Eh bien, c'est un amas ouvert. Alors la définition d'un amas ouvert, c'est un amas d'étoiles de quelques dizaines ou plusieurs centaines d'étoiles qui sont globalement en moyenne 100 à 1000 fois moins nombreuses que dans un amas globulaire et qui sont originaires d'une même nébuleuse et vouées à se disperser, quoique encore liées par la gravitation. Alors, elles ont des formes diverses et variées, contrairement aux amas globulaires qui restent plutôt sphériques, et leur localisation est différente puisque les amas globulaires se situent en dehors de notre galaxie, la Voie lactée, alors que des amas ouverts se situent généralement dans notre galaxie, la Voie lactée. Les Pléiades se situent dans la constellation du Taureau, à environ 445 années-lumière de nous. Leur taille apparente dans le ciel s'étend sur 110 minutes d'arc, c'est à peu près 3 fois le diamètre apparent de la pleine lune. Combien d'étoiles peut-on trouver dans les Pléiades ? Pascal, tu m'avais posé la question. Eh bien, je te réponds environ 1 millier. D'accord. On ne sait pas exactement, et peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais seules 5 d'entre elles sont visibles sans difficulté à l'œil nu, peut-être une douzaine pour les plus expérimentés.
9 de ces étoiles les plus brillantes ont reçu un nom d'après la mythologie grecque. Alors il s'agit d'Alcyone, Atlas, Électre, Maïa, Mérope, Taïget, Pléioné, Séléno et Astérope. Cet amas célèbre et immanquable du ciel est certainement connu depuis la nuit des temps, et on ne peut pas parler à proprement dit de découverte la concernant. Aussi loin que l'on puisse remonter, les Pléiades eurent leur place et leur influence dans bien des cultures et dans la littérature. Il est même possible que la Bible en fasse mention. C'est le 4 mars 1769 que Charles Messier ajoute cet amas à son catalogue astronomique. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on découvrira progressivement la complexe nébuleuse de Mérope, associée à cet amas, et répertoriée en tant que NGC 1435 ou nébuleuse de Tempel. En raison de sa très faible magnitude, entre plus 13 et plus 16 de magnitude, elle n'est pas observable dans la plupart des instruments d'amateurs, mais elle est par contre accessible en photo. L'amas ouvert, quant à lui, révèle toute sa splendeur dans une paire de jumelles ou une petite lunette à faible grossissement. Et les jumelles sont d'ailleurs les instruments les plus appropriés pour détailler M45 et dans leur ensemble. Cet amas donne l'impression de voir une réplique en miniature des constellations de la Grande et de la Petite Ourse, ou de la Petite Ourse d'ailleurs. Et au télescope, M45 déborde du champ même à faible grossissement, environ 40 fois, et ne s'observe plus en entier. Par contre, plusieurs dizaines d'étoiles de toute luminosité se laissent contempler avec euphorie. Alors les Pléiades, où les situer, eh bien, elles se lèvent au-dessus de l'horizon est-nord-est en début de nuit à partir de novembre. C'est facilement repérable. Voilà donc un splendide amas d'étoiles à observer. Sinon, le mois dernier, je vous avais proposé d'immortaliser un des événements du mois précédent. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ? Tout d'abord, Mathieu. Alors j'ai choisi cette photo-ci, donc, que j'ai prise le 10 octobre 2019, donc à 23h30, un peu plus. Il s'agit de la planète Uranus, vous l'avez reconnu, donc je ne l'ai pas pris à son opposition tout simplement parce que le mois d'octobre a été vraiment très compliqué météorologiquement. Je pense que c'était partout pareil en France, on est sur du temps bien de saison automnale. Et du coup, j'ai trouvé un peu de temps le 10 octobre, puisque lors de l'opposition, le temps était exécrable. Donc voilà, c'est une toute petite bille verte que j'ai prise sur un télescope de 200 mm d'ouverture, avec un temps de pause de quelques secondes, et je crois que l'exposition, c'est environ... alors une seconde, oui, et l'exposition 1600 ISO, donc voilà, c'est une très jolie bille bleu verdâtre. Effectivement, magnifique, oui. Sinon, donc Pascal, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de prendre aussi une photo. Alors, m'ayant séparé ponctuellement de mon matériel astronomique, non, je n'ai pas pu prendre des photos là pour le moment, mais j'espère bientôt le faire dès que j'aurai récupéré mon matériel, n'est-ce pas Mathieu? Je suis en test en ce moment-là. Voilà, donc une prochaine fois, c'est vrai. Sinon, ce que je vous propose de faire, on n'a encore pas fait, mais pourquoi pas nous prendre en photo tous les trois. Allez. Voilà. Mais sinon, pour le mois prochain, ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas prendre une photo du tant attendu transit de Mercure. Ça sera un événement formidable à photographier, si vous le pouvez. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci donc à Pascal et à Mathieu pour leur participation. Et nous nous retrouverons donc le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et nous parlerons notamment du rapprochement entre Vénus et Saturne, notamment aussi de la comète 289P Blancpain qui sera à son périhélie, et puis encore, ou encore de la pluie des Géminides. Je vous souhaite à tous un bon ciel, et en espérant bien sûr que le temps soit favorable, parce que le mois dernier, ce n'avait pas forcément été.